D'accord. Bonjour, chers maîtres, bonjour, chers collègues. Le cours de ce soir portera sur les autres maladies éruptives de l'enfant. Le cours a été préparé par le docteur Pascal Dongo, le docteur Lam Sadou et moi-même, le docteur Christelle. Nous allons suivre le plan que voici. En premier lieu, nous allons débuter par le syndrome pied-main-bouche. Dans la définition, c'est une maladie infectieuse qui est très contagieuse, mais caractérisée par sa bénignité. Elle est due au virus du groupe Coxsackie A, du genre entérovirus 71, qui est responsable chez le jeune enfant d'une éruption peu fébrile qui atteint la cavité buccale, ainsi que les mains et les pieds, d'où son nom. Dans l'intérêt sur le plan épidémiologique, elle est assez fréquente chez les nourrissons et chez l'enfant. La tranche d'âge se situe autour de 6 mois et 4 ans. Le diagnostic, il est principalement clinique. Le traitement repose sur la symptomatologie et le pronostic, il est favorable en une semaine. Comme type de description, nous allons voir la forme non compliquée du nourrisson. L'incubation se situe autour de 3 à 5 jours. Le patient va présenter des manifestations cliniques, maculo-papullo-vésiculeuses, parmi lesquelles on a principalement une atteinte buccale. Les lésions sont localisées à la partie antérieure de la cavité orale, mais on peut retrouver une stomatite vésiculeuse qui évolue vers des ulcères avec une odynophagie et un reflux alimentaire. Au niveau des mains et des pieds, on a des lésions cutanées à type des macules des papules qui sont peu douloureuses. À la phase d'état, on peut retrouver des adénopathies cervicales et sous-mandibulaires, des troubles digestifs à type de nausées, vomissements, un syndrome infectieux avec une température qui est aussi autour de 38-39 degrés et une accentuation des lésions dans les formes sévères. L'évolution, comme on l'a dit, elle est plus ou moins favorable en une dizaine de jours. Les complications sont à type de déshydratation. On peut retrouver une méningite, une hémorragie, voire une myocardite. Voici là quelques iconographies du syndrome pied-main-bouche. Le diagnostic positif, sur le plan épidémiologique, on va s'intéresser à l'âge, d'autant plus qu'on a dit qu'elle intervient surtout chez les jeunes enfants. La notion des cas similaires dans l'entourage. Sur le plan clinique, on a un syndrome infectieux avec principalement des éruptions maculo-papullo-vésiculeuses qui sont typiques, localisées principalement au niveau de la bouche, de la paume des mains et des plantes des pieds. La paraclinique, elle est non utile au diagnostic, d'autant plus que le diagnostic est essentiellement clinique. Sur le plan étiologique, les germes, on l'a dit, c'est plus l'entérovirus 71. La porte d'entrée, la transmission s'est faite par contact direct et indirect avec la salive ou les selles d'une personne infectée. Les terrains surviennent beaucoup plus chez les nourrissons et chez les enfants de moins de 5 ans. Dans le traitement, le but, c'est guérir et traiter les lésions et éviter les complications. Les moyens, on a principalement les mesures hygiéno-diététiques ainsi que les antalgiques antipyrétiques. Dans les indications, on peut utiliser la chlorhexidine pour désinfecter les lésions et on donne du paracétamol en cas de fièvre. À des fois, on utilise des fois un gel buccal en cas de lésions buccales. Donc, la prévention repose essentiellement sur les mesures d'hygiène, à savoir, il faut une asepsie rigoureuse, se laver correctement les mains, au mieux utiliser un désinfectant. Il faut nettoyer et désinfecter les surfaces et les salles de bain sur lesquelles on posera les mains et isoler les patients malades, d'autant plus qu'on a dit que c'est une maladie qui est contagieuse. Deuxièmement, on va parler de l'exanthème subi. L'exanthème subi, par sa définition, elle est également appelée la 6e maladie ou bien la roséole infantile, qui est due au virus du groupe herpès, principalement les HHV6, qui est impliqué dans les affections opportunistes des sujets immunodéprimés, donnant en particulier les atteintes du système nerveux central. Sur le plan épidémiologique, elle touche les nourrissons ou l'enfant en bas âge et survient dans la majorité des cas entre 6 mois et 3 ans. Le diagnostic, il est clinique, le pronostic, il est généralement bon. Dans les types de descriptions, on verra la forme non compliquée chez l'enfant immunocompétent. À la phase d'incubation qui dure environ 2 semaines, on a une fièvre isolée d'apparition brutale. Et en dépit de la fièvre, l'enfant il est habituellement actif. Et le principal point, c'est qu'on a une chute thermique brutale qui est contemporaine à la sortie de l'éruption cutanée.
À la phase éruptive, elle débute vers 1 à 7 jours après le début de la fièvre. On a des éruptions qui sont maculopapuleuses de 2 à 3 mm de diamètre qui siègent principalement sur le cou, le tronc. Parfois, les cuisses, les fesses durant au maximum 24 à 48 heures et elles disparaissent spontanément. On a d'autres signes qui peuvent également être associés, à savoir une pharyngite, une otite et des convulsions à l'acné fébrile. L'évolution, elle est favorable autour du 9e jour. Voici là une iconographie d'un exanthème subi. Sur le plan paraclinique, on fait la détection des ADN génomiques, ça se fait par PCA. C'est la technique qui est habituellement la plus accessible et la plus sensible. L'évolution se fait en 2 à 3 jours avec disparition complète des macules. Les complications, elles sont essentiellement neurologiques, à type des confusions fébriles qui sont liées à la fièvre. On peut retrouver des méningites avec une encéphalite. On peut avoir également des myocardites. Dans les autres formes cliniques, chez l'immunodéprimé, on dit que le HPV-6 a été incriminé au cours des épisodes fébriles, des réactions du greffon contre l'autre, des pneumopathies interstitielles, d'encéphalite survenant les mois suivant une greffe d'organes ou des moelles. Le diagnostic positif, sur le plan épidémiologique, on va rechercher une notion des cas similaires, un contexte épidémique. Sur le plan clinique, on associe une fièvre élevée qui dure en moyenne 3 à 5 jours et ensuite il y a une éruption rubéoliforme du cou, du tronc qui apparaît lors de la défervescence thermique. Et sur le plan paraclinique, on a des éléments paracliniques d'orientation. En dehors de la PCA, on peut faire une NFS qui va mettre en évidence une neutropénie modérée et un syndrome mononucléosique. Le diagnostic différentiel se fait avec les infections à herpès par virus, les cytomégalovirus ainsi que les HPV du type 7. Sur le plan étiologique, les germes, c'est les HPV-6 qui appartiennent à la sous-famille des bêta-herpès virinae. La porte d'entrée, elle se fait principalement par contact direct, personne à personne, à partir des sécrétions salivaires. Le terrain, c'est plus le sujet immunodéprimé et le nourrisson ainsi que le jeune enfant. Dans le traitement, le but, c'est de guérir et traiter la maladie, d'éviter les complications. Dans les mois, on utilise les moyens physiques, à savoir l'hydratation, ainsi que l'usage des antipyrétiques. L'indication, en cas de fièvre, comme on a dit que le traitement il est principalement symptomatique, donc on utilise du paracétamol. Dans la prévention, on dit que l'éviction scolaire n'est pas obligatoire, donc il n'y a aucune mesure prophylactique vis-à-vis d'éventuels sujets contacts. Troisièmement, on va parler de l'infection à entérovirus et paréchovirus. Les entérovirus et paréchovirus, ce sont des agents infectieux qui appartiennent à la famille des Picornaviridae. Ce sont des petits virus à ARN monocaténaire linéaire à polarité qui est positive. L'intérêt sur le plan épidémiologique, elle touche les enfants avant l'âge de 10 ans et les adultes sous forme d'épidémie en été et en automne. Le traitement, il est plus symptomatique. Le pronostic, il est généralement bon, d'autant plus que la maladie est bénigne. Dans les types de description, on va voir la poliomyélite antérieure aiguë du nourrisson dans sa forme paralytique. L'incubation varie de quelques jours à 1 mois. On a à la phase d'état un syndrome infectieux avec une pharyngite, des troubles digestifs associés. Mais il y a certains signes qui attirent l'attention, à savoir des rachialgies, des myalgies et des troubles sphinctériens. La période d'état, elle est caractérisée par des paralysies flasques d'installation rapide qui touchent les muscles avec une hypotonie musculaire, une abolition des réflexes ostéotendineux et absence de troubles de la sensibilité. Dans les formes cliniques, on a des formes avec paralysie respiratoire qui engagent plus le pronostic vital, qui surviennent dans un contexte de paralysie périphérique. On a les formes encéphaliques dans lesquelles on retrouve une ataxie et un syndrome de Parkinson, et les formes non poliomyélitiques où on a une herpangine et des méningites. L'évolution, elle est favorable en 10 jours maximum. Les complications, c'est plus des atteintes neuroméningées ainsi que des atteintes cardiaques. Le diagnostic sur le plan épidémiologique, on va rechercher une notion des cas similaires. Sur le plan clinique, on va détecter l'herpès virus au niveau du site de l'infection, ce qui constitue le diagnostic des certitudes. La paraclinique, on va faire la recherche génomique dans le liquide cérébrospinal et dans le sang, ce sont les éléments déterminants pour faire le diagnostic.
Sur le plan étiologique, les germes, comme on l'a dit, c'est la famille des Picorna viridae, qui appartient à la famille des... et qui sont